Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Besançon, mais aussi au Petit Théâtre de la Boulois, puisque nous sommes accompagnés aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde dans le théâtre. Donc bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Il est 17h30 et ce soir, nous sommes avec vous pendant 1 heure jusqu'à 18h30 en direct de l'événement proposé par le Crous de Bourgogne-Franche-Comté, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Et tout commence par l'accès à l'éducation, à la formation et aux métiers. Nous allons en croiser les regards et discuter de ces thèmes. Donc, on va présenter toutes les personnes autour de nous. Je me tourne vers ma gauche pour présenter Madame Macha Voronoff. Vous êtes la présidente de l'Université de Franche-Comté. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser prendre le micro si... Bonjour. Bonjour à vous. Merci de l'invitation. Merci Christine de cette invitation et de partager le plateau avec toutes ces jeunes femmes pleines d'avenir. Et alors moi, je me tourne de votre côté. Bonjour Madame Christine Lenohan, directrice régionale du Crous Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à toutes, à tous, parce qu'il y a quand même quelques hommes dans la salle qui regardent finalement des femmes sur le devant de la scène. C'est le clin d'œil de la journée. En tout cas, merci à vous toutes et merci à Macha de participer à ce moment-là. Avec nous aussi Madame Julie Guillonnet, vice-présidente étudiante du Crous BFC. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Et nous recevrons aussi Madame Anne Vigneault, maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole, qui nous rejoindra dans quelques instants. Et puisque cette journée est internationale, nous serons aussi en direct avec 4 étudiantes internationales, l'occasion de partager avec nous votre parcours scolaire et universitaire. Alors, on a Iba Ramadan, libanaise, et tu es étudiante en licence 1 biologie. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va. Alors, je me tourne de l'autre côté. Nous sommes aussi avec Daslandine Jean-Louis. Tu viens d'Haïti, tu es étudiante en licence 2 économie et gestion. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis Daslandine Jean-Louis, haïtienne. Merci. Nous avons aussi Souadou Kane, sénégalaise, étudiante en L3 économie et gestion. Bonjour. Bonjour à vous. Merci pour l'invitation et je suis très honorée d'être assise autour de cette table. Merci à toi. Et enfin, Shao Ximin, tu es chinoise, étudiante au CELA, langue étrangère. Bonjour à toi aussi. Bonjour à tous, merci pour l'invitation et je suis très heureuse d'être ici. Alors, on va débuter avec les 4 étudiantes internationales. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire à tour de rôle depuis quand vous êtes en France ? Moi, je suis en France depuis septembre 2020. Donc, moi, je suis arrivée en France en août 2021. Moi, je suis arrivée depuis 3 ans et demi, donc fin août 2018. Et j'habite en France depuis presque 4 mois. Et alors, vous savez combien de temps vous allez rester dans le coin ? Moi, là, je suis en licence 2 et puis après licence 3, après 2 ans de master, je pense 3 ans au maximum. Moi aussi, je dirais la même chose. Actuellement, je suis en licence 3, donc le temps de terminer mes 2 années de master. Et c'est ça. Pareil, 2 à 3 ans, peut-être plus, je sais pas. Et moi, je pense que 2 ou 5 ans, parce que ça dépend de mon spécialité que je vais choisir après. Alors, pour ouvrir cette émission, nous allons commencer par échanger autour de l'accès à l'éducation, comme on l'a dit en début d'émission. Donc, quels sont les préjugés autour des métiers, des filières ? Y a-t-il des parcours féminins, tandis que d'autres seraient pour les hommes ? Sommes-nous conditionnés selon notre sexe à réaliser tel ou tel métier ou telle filière, par exemple ? Alors, nous savons que non, évidemment. Pourtant, en France, selon le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la part des filles dans les filières ingénieurs et technologiques reste faible et peine à progresser, 28%. En 2019, il y avait 39% d'enseignantes chercheuses, dont 63% titulaires dans les disciplines des langues et littératures, contre 19% dans celles des sciences de l'ingénieur. Et en 2017, dans le domaine des mathématiques et de l'informatique, 15% des chercheurs étaient des femmes. Alors on se tourne à nouveau vers vous, les étudiantes. Est-ce que dans vos pays, vous avez remarqué la même chose ? Vous avez les mêmes constats ?
des filières ou des métiers qui seront, qui sont peut-être portés plus vers les hommes dans l'imaginaire collectif que vers les femmes. Oui. Daslandine. Oui, d'accord. Particulièrement en Haïti, vraiment, autrefois, par exemple, c'est vraiment difficile de trouver des femmes docteurs, des femmes économistes, des femmes avocates. Mais là, maintenant, vu avec le 8 mars, avec le droit de la femme, donc je peux dire pour l'instant, on commence à avoir la maximisation des femmes, mais quoique ce n'est pas beaucoup. Mais je pense qu'avec notre génération qui commence à accumuler, et peut-être dans 5 ans, je pense que ça va vraiment augmenter. Voilà. Donc moi aussi, je vais rebondir sur ce point. Donc au Sénégal, en Afrique en général, donc la place de la femme est jugée être à la maison et non pas à l'école. Donc les femmes ne sont pas vraiment encouragées à poursuivre leurs études. Donc juste après le bac, on se dit que voilà, là tu as assez fréquenté à l'école, c'est le moment de peut-être aller chercher un mari, rester à la maison, cuisiner. Mais bon, là, avec la modernisation, ça progresse de plus en plus. On note que voilà, les femmes se battent pour poursuivre leurs études, voire même obtenir leur licence ou bien leur master. Au Liban, en fait, dès ma génération, on trouve plus ces inégalités, mais je peux dire que pour les métiers scientifiques, il y a plus de mâles que des femmes. Mais dès ma génération, cela diminue, et du coup, c'est bien. Et je pense qu'en Chine, parce que la Chine est vraiment grande, il y a du nord et du sud. Et du nord, c'est mieux, c'est plus égal. Et au sud, selon moi, de mon pays natal, il reste encore les inégalités de l'accès d'éducation. Par exemple, ma sœur, elle a arrêté sa formation à cause de c'est mes parents qui l'appelaient de s'arrêter. Et moi aussi, quand je suis à collège, mes familles m'ont dit d'arrêter ma formation. Et je dis non. Nous a rejoint autour de ce plateau Madame Anne Vigneault, maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole. Bonjour. Bonjour. Alors nous étions en train de discuter à l'instant de l'accès aux formations. Est-ce que ce serait plus difficile pour une femme qu'un homme d'accéder à certaines formations? On vient d'écouter un petit peu le témoignage des 4 étudiantes présentes ici. Et alors là, on se tourne vers tout le monde pour savoir si justement vous vouliez rebondir sur ce qui vient d'être dit. À Madame Christine Lenoir. Je prendrai juste un exemple, puisque ce matin, j'étais à une inauguration de 2 écoles d'ingénieurs qui mutualisent des bâtiments. Sur l'ensemble des personnes présentes, dirigeantes, il y avait 2 femmes et au moins 10 à 12 hommes. Voilà. Donc je pense qu'on voit quand même une forme de rapport de force. Je pense que Macha pourra parler sans nul doute aussi de la commune. N'hésitez pas à bien parler dans votre micro. Pardon, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà, mais je pense que cet exemple est assez révélateur. 2 étudiants, chacun de présidents du BDE, sont venus aussi s'exprimer. C'était 2 hommes. Voilà. C'est vraiment une question intéressante. Si on prend la position que j'occupe actuellement, 20% de femmes, ça n'a pas bougé, ça ne bouge pas depuis des années. Donc il y a toujours aussi peu de présidentes. Et ce que j'ai noté, c'est des chiffres qui sont accessibles, qui ont été publiés ce matin, c'est que quand il y a des élections, il y a très peu de femmes qui se présentent. Donc il y a déjà ce problème-là, c'est comment oser, comment se sentir légitime pour oser se présenter. Je ne suis pas sûre, chers collègues, que d'aucuns se posent autant de questions sur leur légitimité. Par contre, ce que j'ai regardé également, c'est que quand on regarde les nominations
et je pense à deux choses différentes. D'un côté, les directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires, donc des postes assez prestigieux, dont il y en a à peine une trentaine. D'autre part, les recteurs et les rectrices. Et en fait, dans les deux cas, où ce sont des nominations, en fait, depuis 10 ans, la parité a eu lieu. Et c'est quand même une petite blessure de penser que quand on est nommé, on arrive à respecter la parité, mais que quand on est dans cette dimension électorale, on n'y arrive plus. Et c'est pas parce que nos collègues hommes ne veulent pas voter pour nous, c'est surtout parce qu'il n'y a pas de femmes qui se présentent. Et donc cette question, imaginez, je suis très largement la plus vieille d'entre vous tous, imaginez qu'en 2022, on ait encore cette question de la légitimité. C'est si, je t'assure, à quelques mois. Tu es ma sorore. C'est quand même un petit échec, en tout cas pour moi c'est un échec par rapport à ce que j'espérais quand j'avais votre âge. Alors on se tourne vers vous, Madame Anne Vigneux. Est-ce que vous voulez réagir aussi à ce qui vient d'être dit, puisque vous êtes maire de Besançon et vous avez été confrontée aussi à ces élections, par exemple? Oui, alors la formation, puisqu'on y est question de formation, c'est vrai qu'on le sait, il y a tous des mécanismes qui font que les femmes s'interdisent pas mal de choses. Mais une chose est certaine, c'est que le fait que certaines femmes disent non, et elles souhaitent continuer et prendre leur destin en main, et montrer qu'elles tracent leur chemin, qu'elles montrent leurs compétences, qu'elles font leur travail et qu'elles sont juste là où elles doivent être. Ça ouvre pour les autres des chemins, certainement. Et par exemple, au moment des élections, quand j'ai été élue, pendant des mois, j'ai rencontré des femmes qui me disaient le fait d'avoir une femme maire ou une femme présidente de l'intercommunalité, ça change notre représentation, alors que ce n'est pas qu'elles se disaient que ça serait jamais possible en France, mais pour autant là, ici à Besançon, sur le territoire, etc., avec l'image qu'elles avaient d'avoir toujours que des hommes, eh bien d'un seul coup, ça permettait de se dire finalement, effectivement, c'est effectivement possible. Voilà. Donc on a tous un rôle à jouer pour non seulement, bien sûr, faire en sorte que les structures s'organisent pour que la femme prenne sa place, les jeunes femmes prennent leur place, mais aussi pour tracer ce chemin et montrer qu'en réalité, ce n'est juste que naturel, normal. Alors justement, si on poursuit un petit peu le programme de cette émission, Éléonore, qui est en service civique à Radio Campus Besançon, est allée tendre le micro aux étudiants du campus de la Boulois et de Mégevant. Elle leur a demandé s'ils pensaient qu'il y avait des inégalités d'accès à certaines formations. Je sais, à l'université... Je me suis bien un peu renseignée pour le master et je sais qu'il y a des universités où il y a plus d'hommes et que comme c'est plus dans la recherche ou des neurosciences, etc., c'est plus facilement favorisé pour les hommes. Ouais. Mais quand on est en biologie, souvent, quand on est une fille, moi on m'a déjà dit plein de fois, tu vas faire de la cosmétologie, du coup, des trucs comme ça. Je dirais qu'il y a quand même des filières sur lesquelles il y a peut-être une surreprésentation d'un public plus masculin. C'est par rapport à ce qu'on nous apprend aussi qu'en Écosse, les garçons ils font le bâtiment, ils vont dans le bâtiment, le cliché du bâtiment, etc. Et puis les femmes plus les lettres, je sais pas. Il y a un peu un cliché comme ça, donc on éduque comme ça quand on est enfant, quoi. Je pense pas qu'il y ait des inégalités ouvertes, mais plus par déterminisme avant. Alors, Madame Julie Guillonnet, qu'est-ce que vous pensez de ces paroles d'étudiants ? Moi, je pense qu'on voit beaucoup de filières où les hommes en ont-fait sont plus représentés. Enfin, pour travailler avec les associations de la région Bourgogne-Franche-Comté, je sais que les assos de lettres, on va retrouver vraiment beaucoup plus de femmes que dans les assos de sciences techniques, que dans les assos de médecine, même si la femme se démocratise. Et on a l'avantage quand même que récemment, la femme s'engage plus que l'homme. On le voit dans l'associatif en général, que ce soit en Bourgogne ou en Franche-Comté, dans les associations. Pardon, on retrouve vraiment plus de femmes que d'hommes, même s'il y a des différences en fonction des filières.
Alors, à tout le monde, on peut faire un tour de table. Selon vous, pour l'accès à la formation, pour cette partie-là, quelles seraient les choses qu'on pourrait apporter afin d'améliorer cet accès et peut-être démystifier ce fait de se dire qu'il y ait des formations pour les hommes et des formations pour les femmes? Anne Vignon, on peut commencer avec vous. Alors, depuis ma place de maire, nous avons la responsabilité des bâtiments scolaires et des cours, par exemple, de classe. Vous en avez peut-être entendu parler. Beaucoup d'études ont montré que la femme, elle se construit dès, bien sûr, les premiers âges, et en particulier dans le système scolaire, qui est aussi une représentation de la société. Et on a vu pendant des siècles les cours d'école qui étaient ce qu'on appelle genrés, c'est-à-dire qui ont laissé s'installer la domination des jeux masculins, mettant les jeunes femmes ou les jeunes enfants tout au bord de la cour d'école, dans des petits coins, dans des petits jeux qui ne faisaient pas trop de bruit, etc. Enfin, du bruit, des fois, elles en font quand même. Et surtout, du coup, c'était aussi associé la femme à la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il y avait aussi de jeunes garçons, de jeunes petits garçons qui pouvaient être aussi dans des formes de vulnérabilité pour plein de raisons et qui se retrouvaient comme ça mis dans ce modèle du quand je suis vulnérable, donc femme vulnérable, quand je suis enfant vulnérable d'une façon ou d'une autre, même si c'est un système de représentation, je suis mise au mort. Donc nous essayons aujourd'hui de casser cette organisation spatiale. Et donc, c'est cette organisation de vivre ensemble, du vivre ensemble, et de faire en sorte que dès les premiers âges, dès que l'enfant rentre dans l'espace public, dans l'espace avec l'autre, il puisse avoir égalité dans sa façon de pouvoir vivre sa vie, et se développer, être lui-même, et ne pas subir une seule domination, celle de l'homme. Mais ça, c'est très, très mal vécu. Dans l'instance, par exemple, du conseil municipal ou du conseil communautaire, les hommes réagissent, beaucoup d'hommes ont beaucoup réagi à cette question-là, considérant que c'était juste une affaire idéologique. Donc ce serait reprendre à l'éducation. Ça fait partie d'un élément de la construction de soi. Et le système éducatif doit s'emparer de ces problématiques-là, pas seulement dans l'éducation classique de l'enseignement, etc., mais aussi dans la façon dont il établit l'espace pour que les enfants, dans leurs relations les uns avec les autres, puissent travailler en toute égalité. Et ça veut dire qu'on prend, même pour les enseignants, ça veut dire qu'il faut qu'ils travaillent sur les systèmes de représentation et dans la façon dont, du coup, ils voient se dérouler, finalement, ce rapport que les enfants établissent les uns avec les autres pour essayer de faire travailler cette égalité. L'égalité se construit dès les premiers âges. Alors, excusez-moi, on va tendre tout de suite le micro à Taslandine qui va nous donner aussi son point de vue. Alors, concernant moi, je dirais par rapport avec le comportement sexiste, donc continuer à combattre contre le comportement sexiste entre les hommes et les femmes. Par exemple, quand j'étais au lycée, c'est peu de femmes qui aiment les chiffres, tout ce qui a rapport avec les chiffres, les maths, les stats, etc. Mais parfois, je me disais, les garçons, ils ont un cerveau, donc pourquoi pas moi? Donc, c'est la raison pour laquelle tout le temps, donc parfois de rester à réfléchir en disant que ce sont les hommes, etc. Donc, je dois retrouver la mère, excusez-moi. Donc, concernant dès le premier âge, je crois que il faut bien commencer dès le premier âge vraiment à construire les inégalités contre les hommes et les femmes, d'apprendre les enfants vraiment, les hommes peuvent faire, mais nous, les femmes, on peut arriver trop loin parce que nous, on est vraiment fortes, on a la force de résilience, tout ça. Donc, en gros, c'est lutter contre les comportements sexistes entre les hommes et les femmes. Merci. Merci beaucoup. Madame Christine Lenohan. Simone de Beauvoir écrivait on ne naît pas femme, on le devient, faisant ainsi référence à une forme de déterminisme dans lequel finalement il y avait des codes. Donc quand on était une dame, on jouait à la poupée, quand on était un monsieur, on jouait au soldat. Voilà, il y avait une espèce de déterminisme social et je pense qu'en vérité
ça rejoint l'éducation à l'école, mais c'est aussi l'éducation en famille. Je pense qu'il faut qu'il y ait une convergence de ces deux en même temps pour qu'en fait on enlève les barrières en se disant ça c'est réservé à la gente masculine et ça c'est ouvert ou c'est fermé à la gente féminine. Je pense qu'il faut franchement qu'il y ait une concordance entre l'éducation, donc ce que peut nous ouvrir, ce que peut nous donner l'école dès le premier âge, au niveau de l'école, et puis après évidemment en grandissant, et aussi au sein de sa famille, au sein de sa cellule familiale. Je pense que la concordance des deux nous amènera justement à avoir un regard indifférencié sur l'un et l'autre. Par exemple, on le voit encore, il y a cette idée, les petits garçons, ils ne s'habillent pas en rose, et puis les petites filles, on leur met plutôt du rose ou du violet que du bleu, par exemple. Alors, Souhaine. Donc, moi, je vais dire qu'il faut commencer d'abord à laisser les préjugés et les pensées, certaines pensées derrière nous, comme quoi l'homme est plus fort que la femme. Dès qu'on est enfant, on nous apprend que l'homme est plus fort que la femme, l'homme est plus autoritaire que la femme. Donc on grandit en ayant cette pensée quelque part dans le coin de notre tête. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes n'osent pas affronter des hommes. Donc déjà, il faut qu'on commence à se dire que nous aussi on peut, au même titre que les hommes. Peut-être l'homme est plus fort que la femme, peut-être que l'homme est plus autoritaire que la femme, mais de vous à moi, on sait que l'homme n'est pas plus intelligent que la femme, si ce n'est le contraire. Donc, faut qu'on ait confiance en nous-mêmes et qu'on ose aller au-devant de la scène. Merci beaucoup. Et Hiba, de ton côté? Je suis d'accord avec les filles. En fait, les inégalités, ça commence dès l'enfance, en fait. Mais scientifiquement parlant, en fait, il y a des études qui montrent que les hommes sont plus forts que les femmes. Genre, on n'est pas construit de la même façon, mais il faut partir d'un point, pas avec l'égalité, mais genre en anglais on dit equity and not equally. Et c'est ça, il faut vraiment faire attention au mot equity. C'est pas genre égalité totale, mais il y a des différences qui nous complètent, mais il faut vraiment lutter apprendre ça dès l'enfance. Ça, c'est important. Ouais. Madame Masha Voronov. Il y a déjà eu des très beaux témoignages. Moi, je voudrais dire qu'on a besoin de modèles quand on est une jeune femme et même quand on est une petite fille. On a besoin de modèles et on a besoin de modèles féminins. Et en tout cas, pour ma génération, c'est vraiment ce qui a manqué parfois, c'est ces modèles féminins. Et ces modèles féminins sont très, très importants. Moi, je suis une élève de Françoise Bévalo. J'ai été son élève dans son laboratoire. Et le fait que Françoise Bévalo soit présentée, soit devenue la première présidente femme de l'Université de Franche-Comté, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est une réalité. Elle m'a donné un exemple. Elle m'a donné un modèle. Alors, nonobstant l'admiration et l'affection que j'ai pour elle, mais je pense que nous toutes, on a besoin de ces modèles positifs. Et tout à l'heure, avec Anne Vigneault, on a eu l'honneur et le bonheur d'inaugurer la place, l'esplanade Germaine Tillon, à côté de la MSHE, de l'Université de Franche-Comté. Et c'est quand même des figures extraordinaires. Et c'est magnifique pour des jeunes femmes, des petites filles, de pouvoir découvrir que, oui, même quand on est né en 1907, tout était déjà possible. Merci. Sinmine? Selon moi, je pense qu'il n'existe pas les différences entre l'intelligence des hommes et des femmes. C'est juste l'importance et l'inégalité de l'accès d'éducation entre les hommes et les femmes qui a causé l'écart de la réussite maintenant. Et
on verra en 50 ans. Je pense que la réussir, la situation va changer. Parce que les femmes prend le pouvoir. Apparaître. Et pour terminer, Madame Julie Guillonnet. Donc je suis tout à fait d'accord avec cet aspect de socialisation primaire, vraiment depuis le plus jeune âge. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire sur l'éducation secondaire avec les professeurs, la présentation des filières scientifiques, qu'on ne présente pas aux filles des filières de lettres, enfin que ça, et qu'on laisse aussi la possibilité à ces messieurs de s'intéresser aux filières de lettres, pendant qu'on y est, et qu'on n'hésite pas à présenter aux femmes les filières scientifiques, les filières mathématiques, économiques, etc. Il s'agit bien d'égalité, donc, entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup pour cette première partie d'intervention. Donc, l'émission n'est pas finie, on vous l'a dit, on vous accompagne jusqu'à 18h30. Mais bien sûr, nous sommes à la radio, donc nous faisons quand même des petites pauses musicales. Chloé Truchon à la technique nous envoie tout de suite quelque chose dans les oreilles. À tout de suite. Et nous passons désormais à notre deuxième partie d'émission. Elle concerne les formations. Donc, dans certains pays comme l'Arabie Saoudite, il existe encore des écoles non mixtes. La mixité est interdite dans ce pays, c'est-à-dire qu'il y a des écoles pour les filles et des écoles pour les garçons. Aussi, l'année dernière, la Cour suprême d'Israël a autorisé les classes non mixtes à l'université. Et il semblerait aussi que, pour vous donner d'autres exemples, que certains collèges et lycées non mixtes soient aussi encore existants en Corée du Sud. Alors, je me tourne vers nos étudiantes. Est-ce que dans vos pays, ça existe encore? Est-ce qu'il y a encore des écoles, collèges, lycées non mixtes? Oui. Normalement, en Haïti, par exemple, dans les lycées, il y a des lycées pour les femmes, en fait pour les filles, pardon, et les lycées pour les garçons. Donc, c'est difficile pour voir, par exemple, les garçons et les filles en même temps. Mais par contre, dans les collèges, ça existe et il y a le mixité, tout ça. Mais je ne sais pas, peut-être dans 5 ans, parce que moi, j'aimerais bien que ça change, parce que normalement, quand il y a, par exemple, la différenciation, c'est sûr et certain, les femmes, ils vont tous avoir dans sa tête que vraiment, ils ne sont pas vraiment égaux avec les hommes. Donc, si ça change, donc vraiment, ce serait quelque chose merveilleuse, surtout pour Haïti, voilà. Et alors, juste, est-ce que toi, tu étais dans une école mixte ou non mixte? Oui. Moi, par rapport avec mon collège, j'étais au collège, c'était que les filles. Au lycée, c'était que les filles. Ben, c'est pas bon quand je suis venue en France. Et voilà, je commence... par rapport avec l'université, je rencontre les garçons en même temps. Mais en Haïti, c'était que les filles, etc. Voilà. Donc, nous aussi, au Sénégal, on a quelques écoles qui ne sont pas mixtes. Je pense 4 au total. Donc, 3 pour les femmes et une école spécialement pour les hommes. Et donc, même question, toi, tu étais dans une école mixte? Oui, en partie. Donc, j'ai eu à étudier dans une école mixte, mais j'ai aussi fait un collège où il n'y avait que des filles. Et alors, c'est comment d'être dans une école qu'avec des filles? Est-ce que tu veux bien nous partager un peu en quelques mots? Oui. Qu'est-ce qui change? Bon, je dirais que ce fut les plus belles années de mon cursus scolaire, puisque là-bas, on nous apprenait vraiment qu'est-ce que c'est qu'une fille, qu'est-ce que c'est qu'une femme, c'est quoi la place de la femme dans la société. Donc, on nous valorisait vraiment. Donc, là-bas, on en sortait en nous disant que donc, nous aussi, on peut le faire. Donc, on a les mêmes droits, on a les mêmes capacités, donc on n'a pas à réfléchir 2 fois pour nous engager dans un cursus ou bien pour postuler à un poste, faire tel ou tel métier. Donc, c'était vraiment génial. Et Iba, de ton côté, au Liban? Au Liban, ça existe aussi, des écoles mixtes et non mixtes. Mais ça devient de plus en plus minoritaire. De mon côté, moi, j'étais toujours dans une école mixte.
Oui. Et Sylmine? Et selon mon expérience, je pense qu'il n'existe pas les écoles juste pour hommes, ou juste pour garçons, ou juste pour les filles. Selon moi, je n'ai vu pas. Je n'ai vu jamais. Et je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, parce que selon moi, je pense que c'est trop bien. Éléonore, en service civique pour Radio Campus Besançon, est allée tendre le micro aux étudiants des campus de la Boulois et de Mégevent. Elle leur a demandé s'il y avait des différences de traitement entre les filles et les garçons dans les établissements d'enseignement supérieur. En tout cas, j'en vois pas. Peut-être qu'il y en a, mais j'en prends pas conscience. On ne le voit pas clairement, mais je veux dire, quand on se pointe en examen et qu'on essaye de bien s'habiller, on nous fait des remarques quand on s'habille, je sais pas, un peu classe, avec un blazer, une robe, etc. On nous le fait remarquer, alors que pour un garçon, c'est normal, je veux dire. Alors pour ma part, j'en ai pas spécialement vu de mémoire. Après, il faudrait plus voir du coup avec mon camarade. En infocom, moi j'ai pas l'impression, non, je pense pas. Il n'y a pas d'inégalité entre hommes et femmes dans le filière. Donc toi, du coup, comme les garçons, vous êtes à peine moins, et vous êtes un peu moins associés à ces filières littéraires. Est-ce que toi, par exemple, tu t'es senti, dans l'autre sens, du coup, parfois obligé de faire plus d'efforts pour faire tes preuves, ou faire une discrimination à base? Non, jamais, même quand parce que ça, c'est une deuxième licence que je fais. La première licence que j'ai fait, c'était donc LCE italien. Et même dans cette LCE, où j'étais le seul garçon dans une promo de 12, je crois. J'ai jamais ressenti de manière. Je ne vois pas comment un homme peut ressentir des discriminations dans une société qui est plutôt patriarcale, même totalement patriarcale. Et alors, à tout le monde, donc autour de cette table ronde, est-ce que vous, tout au long de votre cursus scolaire, soit en France, soit dans vos pays d'origine, vous avez ressenti des différences dans l'éducation à l'école, parce que vous étiez une fille, une femme? Alors, qui veut se lancer pour commencer? On peut repartir du côté de Julie. Alors, je réfléchis. Là, j'ai pas spécialement d'exemple, à part que je ne peux que confirmer que la cour de récré était masculine, que l'endroit réservé aux grands était dominé par les garçons, que j'avais pas le droit de jouer au foot. Si, oui, moi je voulais jouer au foot, et on voulait pas de moi parce que j'étais une fille, alors que j'étais pas mauvaise, voilà, à ma défense. Mais sinon, au niveau de l'éducation, pour l'accès à l'enseignement supérieur, j'ai pas eu de difficulté. Là, je suis en 3e année de communication, on a majoritairement des femmes, mais c'est pas une promo que de femmes. Et ça se passe bien. Voilà. Pour l'instant, ça va. Chimine? Le même, je n'ai à l'école ou à l'université, je n'ai pas vu les différences entre l'éducation des hommes et des femmes. Mais il existe les stéréotypes des professeurs qui pensent que les hommes, les garçons, ils étudient mieux dans les spécialités scientifiques, et les filles qui étudient mieux dans les spécialités littéraires. Moi aussi, je suis dans la spécialité scientifique. Et donc, je sais bien que le stéréotype existe, mais c'est notre travail de changer cette spécialité. C'est stéréotype. Moi, comme Souadou, j'ai fait mes études à Dakar, au Sénégal, en tout cas au Sénégal, et j'ai jamais senti de problème de stéréotype de genre. Par contre, quand je suis arrivée à Lyon en terminale, alors là, je me suis retrouvée dans une classe de 40 et il y avait 4 filles, parce que c'était une classe scientifique, en fait. Et je voudrais juste rajouter quelque chose que l'on voit sur les données récentes. De toute façon, les filles réussissent beaucoup mieux à l'université que les garçons. Plus 10 points. La question, ensuite, elle se pose sur la différence de salaire et de carrière. Mais les filles travaillent très bien.
j'ai senti ça en fait au Liban, au lycée et puis à l'école. En fait, on trouve que les profs parfois mettent la responsabilité sur les filles de genre prendre soin des garçons, car genre les filles doivent être sages et calmes et genre elles étudient bien. Et donc il faut prendre soin des garçons, de nos collègues, pour qu'ils bossent aussi. Et ça, c'était un peu genre bizarre. Or que ça, les stéréotypes, ça existait toujours et ça existe aussi maintenant. Mais genre à l'université, dès mon arrivée, j'ai pas très senti ça, sauf que la différence genre la quantité, genre en psychologie, il y avait plus de femmes que des hommes. Mais franchement, c'était génial, on était des filles. Donc, oui. Sylvine, tu veux reprendre le micro? Elle m'inspire un souvenir que je pense que les professeurs sont plus tolérants sur l'écriture des garçons que des femmes. Parce qu'avant, l'écriture chinoise est vraiment difficile et quand j'étais au collège, j'ai écrit mal. Mais le professeur m'a dit que tu ne peux pas écrire comme ça. Si tu étais un garçon, ça marche, mais si tu es une fille, ça marche pas. Les filles étaient obligées de bien écrire. Oui, selon le professeur. Alors de ton côté, Souadou? Moi, je dirais que j'ai pas particulièrement remarqué ça durant mon cursus, même si ça existait. Bon, j'y ai pas vraiment prêté attention parce que depuis que je suis toute petite, je me mets pas dans la tête ces genres d'idées, ces pensées que l'on peut avoir qu'on me différencie de tel ou tel. Moi, je m'impose à ma place. Donc, j'ai grandi avec cet esprit de compétition avec les garçons et les hommes, je peux dire. Parce qu'à la maison, j'avais mon grand frère, on était très proches. Donc, à chaque fois, je faisais tout pour qu'aux yeux de mes parents, que j'ai le même statut que lui, que l'on me considère de la même manière que lui. Et c'était la même chose à l'école aussi. Donc, je ne me disais pas que tel ou tel est dédié aux hommes, donc je les laisse aux hommes. Non, je veux le faire, je le fais. Et je sais pas, moi j'ai toujours aimé m'imposer devant les hommes. On m'a longtemps traité de garçon manqué, mais bon, ça ne m'a pas trop dérangé. Donc, et j'en suis là aujourd'hui, donc j'en suis fière. Madame Christine Lenant. Ouais, moi j'ai un souvenir ancien, puisque finalement quand j'étais à l'école, la mixité commençait à se mettre en place. Donc j'ai été dans un collège de filles, et puis après je suis passée dans un lycée qui était un lycée de garçons où sont arrivées des filles. Je pense que ça a été un choc parce que bon, les enseignants n'avaient pas l'habitude de s'adresser à des filles, mais plutôt à des garçons. Donc ils nous parlaient de la même manière, mais du coup c'était quand même assez brutal. Et c'est vrai que l'esprit de compétition, il fallait l'avoir, parce que 4 filles dans une classe d'une quarantaine des garçons, il faut avoir quand même du caractère pour montrer aussi qu'on est là et qu'on existe. Voilà. Puis après, non, sur le reste de mon cursus, il n'y a pas eu. Mais sur cette partie de la mixité, c'était assez intéressant. Pardon. Daslandine. Alors, moi, spécialement, je n'ai pas pu rencontrer de réelles difficultés vraiment, parce que j'ai passé, concernant mes collèges, tout ça, donc c'est que les filles, après au lycée, et du coup, on avait notre directrice, elle était vraiment soucieuse, du coup, elle nous emmène dans l'État, par exemple, en concurrence. Par exemple, pour le baccalauréat, donc c'est comme si
le lycée où il n'y a que les filles, nous sommes en concurrence avec d'autres lycées, par rapport avec les garçons. Donc, du coup, je peux dire que vraiment, il n'y a pas vraiment des difficultés. Et arrivé aussi en France, quoique l'étude économie, il n'y a pas vraiment des filles, mais quand même, dans les groupes de TD, on rencontre beaucoup de filles. Et puis, nous, vraiment, quoique c'est un peu difficile pour parler, tout ça, pour poser des questions, mais du coup, il n'y a pas vraiment, comment je peux dire ça? Il n'y a pas vraiment... de compétition. Oui, voilà, de compétition entre les filles, entre les garçons, voilà. Et Madame Anne Vigneault, le micro arrive. Alors moi, je vais peut-être être à l'encontre de tout ce que j'entends, parce que moi, j'aurais des histoires à raconter à tous les niveaux de formation que j'ai pu vivre, et à tous les niveaux, non seulement en tant qu'élève, mais aussi le rapport avec les enseignants, et franchement à tous les niveaux. Alors, du coup, je ne sais pas si je suis une extraterrestre, mais moi, j'ai quand même à dire... Alors, peut-être que les choses évoluent, mais je pense que quand on est comme vous, hein, convaincu de ce que vous êtes, et vous êtes forte, etc., et tout, ou simplement vous êtes dans votre vie, vous ne regardez pas forcément les signaux qui sont autour de vous, et qui font que, en fait, cette société, elle véhicule encore énormément de discrimination. Mais c'est des façons de résilientes aussi que l'on a les unes et les autres pour avancer et pour regarder son destin. Mais moi, j'ai toujours eu une tendance, je ne sais pas pourquoi, à regarder les différences, mais de toute nature. Et je les ai toujours ressenties. Mais par exemple, de façon extrêmement concrète, là, j'ai même pas eu à savoir si c'était ressenti. Je voulais faire dessinatrice industrielle. On m'a dit non. On m'a dit juste non. Une femme dessinatrice industrielle, c'est juste pas possible. Bon, voilà, par exemple, des choses comme ça. Mais par contre, aussi, moi, j'ai vécu dans ma vie d'étudiante et professionnelle des enseignants qui avaient une attitude vis-à-vis des femmes, donc les enseignants hommes avec des attitudes vis-à-vis des femmes qui n'étaient juste pas possibles, avec aussi des façons d'amener les choses, alors qui considéraient que finalement, si vous vouliez avancer et même réussir, il fallait aussi passer par des formes de relations. Je crois qu'il faut qu'on se le dise, parce que ça existe. Donc moi, j'ai vu autour de moi tous les cas de figure de ce rapport-là entre des systèmes d'autorité de l'enseignant par rapport à leurs élèves ou leurs étudiants. Et j'aurais plein d'histoires à raconter de cette nature-là. Et je pense qu'il faut quand même le dire, parce qu'on a des personnes qui, comme vous, sont très fortes et savent ce qu'elles veulent dans leur vie, et on passe les étapes et regarde voilà, là où elles veulent aller. D'autres subissent ça, hein, parce qu'elles n'ont pas eu cette construction d'elles-mêmes, il faut le dire. Moi, j'avais la chance de regarder les choses en face et de leur dire « stop ». Mais n'empêche que je ne peux pas dire que ça n'existe pas, quoi. Voilà, je l'ai dit, ça existe. Ça existait beaucoup, et je pense que ça existe encore trop, et que donc il faut absolument le dire. Des enseignants qui abusent de leur statut, il y en a, et donc je le dénonce. Et je pense qu'il faut aussi se dire qu'il faut le dénoncer, ce n'est pas normal. Voilà, je le dis parce que je me rappelle des effets le plus graves que j'ai pu entendre, je pense. J'étais en fac de droit, et un professeur qui voit arriver une jeune femme en retard, il l'a traitée de vache à l'air, parce que c'est une femme qui avait une forte poitrine, et tout un amphithéâtre n'a pas répondu à ça, n'a pas dit « c'est juste insupportable », ne s'est pas levé. Donc j'étais en fac de droit à l'époque. On parle de droit, d'égalité du droit. Vous vous rendez compte comment on construit des jeunes étudiantes sur la question du droit, de l'égalité, à partir du moment où on se permet ce genre de choses. Donc voilà, moi j'ai toujours été extrêmement attentive au fait de regarder, non pas ce qui me concerne que moi, mais ce qui se passe à côté. Je le dis parce que je pense qu'il faut aussi qu'on aide ceux qui ont plus de difficultés à affronter ce genre de situation. Bien sûr, tous les enseignants ne le sont pas, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais n'empêche que ça existe. Voilà.
On donne la parole à Madame Masha Voronoff. Oui, je te remercie Yann de ce témoignage. Je voudrais rebondir parce que je voudrais dire que depuis tes études de droit, effectivement, il n'y a pas peut-être autant de choses qui ont bougé qu'on pourrait le souhaiter, et rappeler que c'était une volonté de ma part forte, mais que la plateforme SOS pour soutien, orientation, ça y est, il m'en manque un, signalement, pardon, fonctionne, et que tous ceux témoins ou victimes qui témoignent, nous les écoutons et nous réagissons très très vite. Et ça a démarré lentement, mais je dois vous dire que par exemple cette semaine où il y a la journée du 8 mars, nous avons eu plus de signalements que depuis tout le début. Donc voilà, avoir à disposition des étudiantes, principalement également des étudiants, mais aussi de l'ensemble de la communauté universitaire, cette plateforme, je crois que c'est une façon de répondre à ce que tu dis, Anne. Donc il y a la plateforme SOS et il y a aussi d'autres initiatives qui sont mises en place ici à l'Université de Franche-Comté et notamment pour lutter contre la précarité menstruelle qui, mine de rien, est un sujet qui aide à l'égalité de l'éducation, parce que si on reprend des enquêtes en février dernier, donc en 2021, la FAGE, la NESF et la FEP dévoilaient les résultats d'une enquête nationale sur la précarité menstruelle étudiante, et 33% des étudiantes estiment avoir besoin d'une aide financière pour se procurer des protections, et une étudiante sur 10 fabrique ses propres protections pour des raisons financières. Donc on se souvient bien des ateliers qui avaient été mis en place par le Crous Bourgogne-Franche-Comté, justement pour aider ces étudiantes et aussi les former à l'utilisation de ces protections. Christine Lenohan, peut-être avant la pause musicale, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, tout à fait. Au-delà de ces formations, nous avons déployé un vaste dispositif de distributeurs au sein des résidences, et également nous le déployons actuellement au niveau des restaurants pour que finalement tous les étudiants, quels qu'ils soient logés par le Crous ou qu'ils viennent déjeuner au Crous, puissent bénéficier de ces dispositifs. Merci beaucoup. Et on va donc passer à une courte pause musicale avant de passer à notre troisième et dernière partie sur l'insertion professionnelle. À tout de suite. Nous sommes toujours en direct du Petit Théâtre de la Boulois. Notre studio radio est délocalisé jusqu'à 18h30 dans quelques minutes, mais on finit la dernière partie. Donc on est ici au Petit Théâtre pour un événement organisé par le Crous BFC et l'Université de Franche-Comté dans le cadre du 8 mars, qui est la Journée internationale des droits des femmes. Et l'événement est intitulé « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Donc comme tu l'as dit Amélie, nous passons désormais à notre dernière partie d'émission. Elle concerne l'insertion professionnelle. Donc il est encore difficile de démystifier cette idée qu'on a sur les métiers. Certains d'entre eux seraient plus masculins, comme la mécanique, les métiers du bâtiment en scientifique. On l'a notamment entendu dans les micro-trottoirs réalisés par Éléonore, tandis que d'autres seraient plus féminins, comme les métiers de professeur, par exemple, ou plutôt les métiers littéraires. Oui, c'est vrai. Donc selon une enquête réalisée par la DEP, donc la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance pour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc en 2021, 6 mois après la sortie de formation, l'insertion dans l'emploi est globalement plus difficile pour les femmes que pour les hommes, après un cycle pro comme un BTS ou un bac pro par exemple. Alors, est-ce que vous, je me tourne vers les étudiantes, vous avez une idée de ce que vous voulez faire comme métier après la fin de vos études ? Julie, également, comme tu es étudiante, tu pourras répondre à la question. Alors, là maintenant, je suis en train de travailler sur mon projet professionnel à la fac. Donc, après mes études, je pense de faire un master en alternance qui a un rapport avec employé de la banque, ou encore conseiller à clientèle. Donc, c'est pas encore très sûr, mais par conséquent, j'aime beaucoup l'économie, surtout l'économie ingénierie. Je ne sais pas est-ce que je vais le faire ou pas, mais en gros, comme métier, c'est soit conseiller à clientèle ou bien employé de la banque. Voilà. Donc moi, je compte poursuivre un master en audit et contrôle de gestion
pour ensuite exercer le métier d'auditrice financière. Moi, j'ai changé de carrière à dernière minute à cause de la sélection des masters l'année dernière. J'étais en psychologie et ça n'a pas marché au master. Du coup, là, je suis en biologie pour... je vais continuer en vétérinaire, du coup. Voilà. Et moi, j'ai fini mes études en assurance. Après, j'ai travaillé et maintenant, je veux poursuivre mes études. Je pense je vais ce qui est, je pense que c'est un peu idéal, c'est mon rêve, c'est d'étudier le cinéma et parce que je veux filmer les histoires des femmes de ma ville natale, parce que les femmes ont eu les souffrances. Et parce qu'on est en train de faire l'expérience de la transition de société traditionnelle à la société moderne. Et donc, les femmes souffrent là-bas. Et j'ai vu et je veux le garder. Et je veux comment dire, de transformer aux d'autres femmes au monde. Le transmettre à d'autres femmes. Diffuser. Oui, ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Merci, désolée, je m'étouffe. Moi, je suis en fin de licence du coup de communication. Ce que j'envisage de faire, c'est un master communication numérique des organisations du coup à Dijon, ce qui permet de devenir chargée de communication. Mais j'ai aussi tout le volet communication institutionnelle, engageante qui m'intéresse, donc je ne sais pas encore forcément défini. Et mon M2 serait en alternance. Voilà. Et j'ai pas encore choisi si oui ou non je voulais faire un doctorat, donc je suis en discussion avec moi-même. Je vous redirai. Donc il nous reste un petit peu de temps, pas très longtemps il me semble. Oui voilà, on a 2 minutes, alors ça fait très court. Mais enfin voilà, aux personnes qui veulent répondre, aux femmes qui veulent répondre ici présentes, est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution dans l'insertion des femmes dans le milieu professionnel, sachant bien sûr qu'on est en début 2022 ? Alors qui souhaite prendre la parole ? Madame Anne Vigneault. Ce matin, nous avions un forum qui était organisé, donc, et nous avons eu à peu près 80 jeunes femmes. Je sais pas, oui, c'était, enfin, il y avait beaucoup de jeunes femmes, je ne sais plus exactement le chiffre, qui ont été mises devant des recruteurs et des personnes qui proposaient des emplois qui étaient d'habitude plus fléchés hommes. Donc c'est aussi ça, c'est aller travailler avec les personnes qui proposent de l'emploi et de montrer qu'en fait, tout est possible. Madame Christine Lenohan, ou quelqu'un veut prendre la parole ? Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Il faut montrer que tout est possible, mais il faut aussi que ça avance. Enfin, je vois sur le Crous Bourgogne-Franche-Comté, nous on a un certain nombre de métiers qui aujourd'hui sont ouverts au recrutement à des hommes ou à des femmes. Ils ne sont pourvus et ne candidatent que des hommes. Voilà. Donc il y a quand même aussi des mentalités. Bon, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a toute une éducation. Il y a quand même je pense que les choses évoluent, pas forcément aussi vite qu'on le voudrait, mais il y a encore un pas à franchir. Et aujourd'hui, on ne l'a pas franchi. Madame Voronov, pour conclure ? Moi, je voudrais juste dire à toutes ces jeunes femmes qu'il faut penser grand et croire en elles. Merci à toutes pour ces discussions. Et puis, donc voilà, notre émission est terminée, elle touche à sa fin. Donc vous pourrez la retrouver sur Facebook, je présume, comme c'était filmé. Et puis aussi en podcast sur Radio Campus Besançon. Donc c'était une émission spéciale pour la journée du 8 mars. Et merci encore à toutes. Merci à vous. Merci.